Bonjour, mon nom est Louis Lalonde, je serai votre animateur et je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur la déconstruction des mythes en mobilité durable. Avant toute chose, je prends le temps de vous remercier. On vous s'est fortement occupé au quotidien, donc merci d'être des nous, ne serait-ce que virtuellement. D'emblée, je précise qu'il y aura une période de questions à la fin. D'ici là, on vous invite à transmettre vos questions dans le clavardage. Elles seront traitées par notre équipe et elles me seront retransmises par la suite. Également, la présentation questions classiques là, vous sera évidemment transmise, elle vous sera disponible. Vous y trouverez notamment des liens cliquables pour aller vers nos différentes ressources et outils qui s'y trouveront. Également, l'enregistrement vous sera rendu disponible, donc si vous voulez le diffuser, le partager ou encore le réécouter, nécessairement, vous y aurez accès. Tout ça vous sera transmis dans un courriel par la suite de la présentation avec des coordonnées qui permettront également de rejoindre nos différentes organisations si vous souhaitez aller plus loin au niveau de l'accompagnement ou si vous voulez davantage d'informations. Donc voilà, je me lance tout de suite dans le plan de la présentation. D'emblée, se fera une courte introduction durant laquelle j'introduirai nos panélistes. Et on vous présentera en fait le cadre de ce webinaire-là qui s'inscrit dans une démarche poursuivie par les trois organisations que sont Piétons, Trajectoire et Vélo-Québec. On trouvera ensuite le cœur du sujet, donc la question des mythes en mobilité durable, qui seront déconstruits par nos panélistes. Des solutions vous seront ensuite présentées à travers de grands principes pour faire un tour de... Et ensuite, on conclura et sera la période de questions. Donc, qui sommes-nous du côté des organisations? Donc, on a d'abord, comme je mentionnais, Piétons Québec, qui est un regroupement national de défense collective des droits piétons. J'ai avec moi Sandrine Cabana-Degani, qui sera notre panéliste à ce sujet. J'ai également Jean-François Roux de chez Vélo Québec, qui joue un mandat similaire, mais pour le vélo sous toutes ses formes. Et finalement, j'ai Sarah Védoyon, qui représente les citoyens et fait la promotion de leurs intérêts lorsqu'il est question du transport collectif. Donc, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Comme je le mentionnais précédemment, donc, là fait suite à différents efforts qui ont été portés par les trois organisations depuis un peu plus d'un an. Donc, d'emblée, en avril 2021, un sondage qui avait été notamment fait là, avec la collaboration de la firme Somme avait été mené pour prendre le pouls de la situation au Québec. Donc, c'est un sondage qui a été pan-québécois sur la perception de la mobilité durable. Le fort taux de réponse, comme vous pouvez le voir à l'écran, a permis de constater un consensus clair sur la volonté populaire d'une bonification des investissements dans la mobilité durable, mais également d'une plus grande réallocation de l'espace, tant pour les modes actifs que collectifs. Fort de ce constat, de cette conclusion, les organisations se sont engagées dans la dernière campagne municipale, durant laquelle ils ont lancé la campagne « Je m'engage pour la mobilité durable », durant laquelle on a diffusé différents principes et on a invité les différents candidats à s'engager concrètement pour la mobilité durable. Donc voilà pour ce qui était du portrait d'emblée. Je passe maintenant la parole à Sarah pour la mise en contexte qui traite de la politique de mobilité durable. Merci beaucoup, Louis. Donc, effectivement, je vais vous présenter les objectifs du Québec en matière de mobilité durable à travers la politique de mobilité durable 2030. Donc, en 2018, le Québec s'est doté de sa toute première politique de mobilité durable, qui est le fruit d'un travail de co-construction avec une vingtaine d'organisations de la société civile. Donc, nos trois organisations ont participé à cette co-construction et maintenant on siège tous les trois sur le comité de suivi de cette même politique, donc qu'on appelle affectueusement l'APMD, politique de mobilité durable. Cette politique-là, elle s'appuie sur une approche qui est reconnue internationalement, qui est l'approche réduire, transférer, améliorer. On parle beaucoup avec des acronymes dans le domaine, donc on appelle l'approche RTA. C'est une approche qui a été développée suite au constat, en fait, que d'agir sur l'offre en transport pour répondre à la demande croissante, c'était plus ou moins efficace. Donc, d'ajouter une voie d'autoroute, par exemple, pour réduire la congestion, ça ne fonctionne pas. Il faut donc trouver une nouvelle approche. C'est ainsi que l'approche RTA a été développée. Dans le fond, ce que ça vient dire, c'est qu'on tente d'influencer la demande en favorisant un changement de comportement de la part des usagers, donc en travaillant sur l'aménagement du territoire, mais aussi en offrant des choix de transport plus nombreux pour que les usagers, finalement, adoptent des habitudes de déplacement qui favorisent des modes de transport plus durables.
De façon bien simple, l'approche RTA, c'est 3 étapes dans un ordre de priorité bien précis. Donc, d'abord, le R de réduire, qui veut dire réduire les déplacements effectués et réduire les distances à parcourir. Donc, là-dessus, on travaille vraiment sur l'aménagement du territoire. Deuxième étape, le T pour transférer. Donc, on transfère des modes plus énergivores vers des modes plus durables. Donc, passer de la voiture, par exemple, au transport collectif ou actif. Et finalement, le A pour améliorer, c'est vraiment l'amélioration de l'efficacité énergétique de nos véhicules, donc passer par exemple d'une voiture à essence à une voiture électrique. C'est bien important, là, c'est dans cet ordre de priorité qu'on devrait faire les choses. Donc, d'abord travailler sur réduire les déplacements et les distances à parcourir, ensuite transférer vers des modes plus durables et finalement améliorer l'efficacité énergétique de nos véhicules. Ça, c'est l'approche globale. Ensuite, la politique, elle vient s'appuyer sur 10 cibles qu'on souhaite atteindre à l'horizon 2030, donc 2030. Il y a une dizaine de cibles, ça couvre autant le transport de personnes que le transport de marchandises. C'est des cibles qui sont autant sur le point de vue environnemental, économique ou social. Mais aujourd'hui, pour les besoins de la cause, là, je vais vous parler des principales cibles en transport de personnes parce que, bon, nos organisations, c'est ça qu'on fait. Cible bien importante, c'est que 70 % de la population québécoise ait accès à au moins 4 services de mobilité durable. Puis actuellement, on est autour de 51 % de la population qui a accès à 4 services. On veut aussi réduire de 20 % le temps de déplacement domicile-travail, mais on a plus ou moins de données. La prochaine mise à jour va être en 2023, donc peut-être que l'an prochain, on pourra vous dire à quel point ça va bien de ce côté-là ou moins bien. On souhaite aussi une réduction de 25 % du nombre d'accidents mortels et avec blessés graves par rapport à 2017. De ce côté-là, ça va pas si mal. En fait, on avait réduit de 11 % en 2019, donc c'est une cible qui continue d'aller dans le bon sens. On souhaite aussi une diminution de 20 % de la part des déplacements effectués en auto-solo à l'échelle nationale. On n'a pas de données très récentes, mais notre cible pour 2030, ce serait d'avoir un 54 % des déplacements qui seraient faits en auto-solo. Puis en 2016, on était à 69 %. Donc, il y a vraiment du travail à faire de ce côté-là. Évidemment, une cible qu'on connaît tous, la réduction de 37,5 % des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports sous le niveau de 1990. Et là, ça ne va pas bien du tout. En fait, on était à plus 29 % en 2018. On n'a pas de données plus récentes, mais clairement, on ne s'en va pas dans le bon sens. Finalement, dernière cible dont je vais vous parler, c'est la réduction de 20 % des dépenses brutes des ménages alloués au transport. Donc, c'est environ 20 % du budget des ménages qui est alloué au transport actuellement, puis on aimerait se rendre à 15 % pour 2030. Vous comprenez donc qu'il reste beaucoup de travail à faire, puis je pense qu'on est tous d'accord ici aujourd'hui pour dire qu'on a tous un rôle à jouer là-dedans. Donc, voilà les objectifs pour le Québec d'ici 2030 à atteindre. Merci beaucoup, Sarah, pour ce portrait joliment brossé. Tombons maintenant dans le vif du sujet, que sont nos mythes en mobilité durable que nos différents panélistes vont déconstruire. Donc, j'annonce le premier mythe, qui est le suivant, que je vous invite à démanteler. Donc, le fait que le transport collectif et actif, ce n'est que pour les grandes villes. Donc, pour commencer, je passe la parole à Jean-François. Merci beaucoup, Louis. Donc, la première chose, c'est peut-être de comprendre le territoire. Si on regarde, là, au Québec, il y a 7,5 % des citoyens qui habitent à moins d'1 kilomètre de leur travail et ça passe à 23 % moins de 3 kilomètres de leur travail. Ça, c'est complètement compatible avec la marche, mais aussi avec le vélo. Puis dans les petites villes puis les villes moyennes du Québec, ces proportions-là augmentent. Si on prend Sept-Îles, par exemple, c'est 52 % de la population qui pourrait se rendre à son travail à pied. Donc, pourquoi les gens ne choisissent pas de se déplacer à pied ou en vélo? Peut-être les infrastructures, mais ce n'est pas la distance, en fait, qui est le plus, je dirais, le plus... la distance n'est pas impossible. Puis si on regarde spécifiquement pour le vélo, il y a 36 % des Québécois qui habitent à moins de 5 km de leur travail. Puis encore une fois, cette proportion-là augmente à 44 % dans de nombreuses villes de taille moyenne. Si on vient ajouter à ça l'arrivée du vélo à assistance électrique, on peut comprendre très facilement que la distance, c'est pas ça qui est le problème, en fait. Excellent.
Donc, je poursuivrais, Jean-François, justement, en plus de parler d'infrastructures, les modes actifs, c'est quand même des investissements peu coûteux pour des petites et moyennes municipalités du Québec, puis ça permet de répondre aux besoins de mobilité de la population. C'est aussi une façon de permettre l'accès à la nature pour tous. Hein. Il y a les modes pour se déplacer, mais aussi pour accéder à nos loisirs. Puis c'est un petit peu ridicule, c'est un non-sens de devoir prendre sa voiture pour aller prendre une marche en nature. Donc, c'est aussi une façon d'encourager les saines habitudes de vie dans la population. Il y a aussi la combinaison des modes actifs et collectifs qui permettent alors là de multiplier notre capacité de se déplacer dans une petite moyenne municipalité. Donc, créer ces infrastructures-là, créer ces services-là, ça permet de donner le choix du mode de transport selon le déplacement à faire. Donc, la population va pouvoir choisir selon qu'est-ce qui est le plus rationnel. Si je vais au dépanneur ou à l'épicerie, bien, peut-être que c'est plus rationnel d'y aller à pied. Puis, si je vais à mon travail, bien, à ce moment-là, c'est de combiner les modes actifs collectifs ou encore la voiture s'il n'y a vraiment pas d'autre façon de se rendre. Il faut aussi se rappeler que 25 % de la population n'a pas de permis de conduire. Donc, de ne pas penser au mode actif collectif, même dans les petites, moyennes municipalités, c'est oublier le corps de la population. Donc, ça aussi, il faut le garder en tête. C'est aussi une façon de donner accès à l'autonomie pour les enfants qui n'ont pas de permis de conduire. C'est une bonne façon de développer leur autonomie, qui puissent aller à l'école, par exemple, à pied. Puis, pour les personnes âgées qui auraient perdu leur permis, s'assurer qu'il y a des infrastructures de transport actif collectif, c'est une façon de les garder dans leur collectivité et puis de ne pas faire en sorte qu'ils doivent déménager aussitôt qu'ils n'ont plus de permis de conduire. Donc, bref, miser sur le transport actif collectif, c'est vraiment créer des milieux de vie qui sont accueillants pour tout le monde, même dans une plus petite ou moyenne collectivité. C'est une question d'équité, finalement. J'aurais pas pu mieux dire, effectivement. Donc, la combinaison des modes actifs et collectifs, ça permet d'offrir des solutions qui répondent aux besoins de mobilité de la population dans tous les milieux de vie. C'est pas vrai que le transport collectif, ça peut juste être implanté dans des grandes villes. En fait, il y a différentes façons d'offrir des services de transport collectif, même dans les milieux peu denses. Il faut juste trouver le bon mode à développer. Puis on le voit, il y a plein d'initiatives qui existent un peu partout au Québec, qui sont super inspirantes, mais on peut mettre du taxi collectif sur réservation ou sans réservation selon le milieu. On voit des initiatives de transport à la demande, donc des lignes de taxi finalement qui deviennent... qui se créent en temps réel selon la demande des usagers. Donc, il y a vraiment plein de façons de développer du transport collectif qui est adapté à chacun des milieux. Les attentes des gens ne sont pas les mêmes au cœur de Montréal qu'à Rouyn-Noranda ou dans une petite collectivité de 2000 habitants, par exemple. Mais il y a vraiment des solutions qui sont réalistes pour l'ensemble des milieux. Excellent. Parfait, merci. Donc, voilà un premier mythe qui est démantelé. Je propose donc de passer au suivant qui traite d'un enjeu souvent que les gens ont en tête lorsqu'on parle de mobilité, celui de la sécurité, naturellement. Donc, le mythe est le suivant. Les modes actifs et collectifs présentent de trop grands risques pour la sécurité. Sandrine, j'aimerais t'entendre en premier là-dessus. Bien, dans le fond, encore une fois, tout est une question d'aménagement. Donc, se dire que c'est trop dangereux, donc pas considérer les besoins en transport actif ou collectif, ça équivaut à augmenter l'insécurité parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'autre choix que de se déplacer en transport actif ou collectif. Donc, on ne peut pas juste dire « Ah, c'est trop dangereux, donc on n'aménagera rien » parce que dans le fond, ça devient juste plus dangereux. Les aménagements qui permettent de réduire l'exposition au risque pour les usagers vulnérables, donc par exemple à pied, à vélo, donc en aménageant par exemple des pistes cyclables, des trottoirs, en apaisant la circulation, ça permet vraiment d'accroître la sécurité des usagers vulnérables. En fait, on dit que la première mesure d'action en sécurité routière, c'est de favoriser la mobilité durable. Donc, c'est quelque chose qui est largement reconnu par la santé publique. Pour améliorer la sécurité de tous les usagers, on va vouloir justement réduire, apaiser la circulation automobile et encourager l'adoption des modes actifs et collectifs parce qu'ils sont plus sécuritaires et ils causent moins d'insécurité dans les milieux de vie. Donc, ça devrait vraiment être la première stratégie d'action en sécurité routière.
Aussi, il faut dire que les bénéfices sur la santé d'encourager le transport actif et collectif sont plus grands que le risque parce que se déplacer activement en incluant le transport actif, qui est aussi, transport collectif, qui est aussi un mode de déplacement actif parce qu'on doit marcher pour aller vers l'arrêt d'autobus ou vers le métro, ça permet d'intégrer l'activité physique au quotidien sans avoir à bousculer son horaire, à penser à aller au gym, par exemple. On le sait que se déplacer activement, c'est une façon justement d'atteindre les recommandations en termes d'activité physique, de réduire donc les incidences de maladies cardiovasculaires, réduire les risques de certains cancers, puis aussi des maladies chroniques. C'est très bien dit, Sandrine. Si on regarde au niveau des collisions des cyclistes là, dans les 20 dernières années, donc les collisions avec blessés graves, les chiffres sont assez clairs. C'est une baisse de 62% du nombre de cyclistes impliqués dans une collision qui a engendré une blessure grave. Puis pendant ce temps-là, la pratique, elle a augmenté de 29%. Donc, nous, on se l'explique par deux facteurs. On a parlé des aménagements plus tôt. Entre 2015 et 2020, le réseau cyclable québécois, en fait, a été multiplié par 4. On est passé de 2500 km à aujourd'hui plus de 10 000 km. Donc, encore une fois, les aménagements. La deuxième chose aussi, c'est que les municipalités partout au Québec ont, adopté une tendance là, d'apaisement de la circulation. Et puis, la réduction de la vitesse des voitures, c'est un facteur clé là, dans la diminution des blessures, que ce soit chez les cyclistes ou chez les piétons. Donc, les chiffres montrent que c'est de plus en plus sécuritaire là, de faire du vélo, là, plus on avance dans le temps. Je vais poursuivre là-dessus. Évidemment, le transport collectif, c'est un mode qui est super sécuritaire. En fait, le taux de mortalité par passager kilomètre, donc chaque fois qu'une personne se déplace sur 1 kilomètre, est beaucoup plus élevé en automobile qu'en transport collectif. En fait, les déplacements en transport en commun affichent un taux de mortalité de 20 fois inférieur au taux de mortalité pour les déplacements en automobile. Donc, vraiment, c'est impressionnant. Puis d'ailleurs, le nombre d'accidents mortels de la sécurité chez tous les usagers, là, autant les piétons, les cyclistes, les conducteurs, les passagers, les usagers du transport collectif, le nombre d'accidents mortels diminue à mesure que le nombre d'usagers du transport collectif augmente. Puis ça tient du fait que une fois que les milieux sont aménagés pour que les gens adoptent des comportements de mobilité durable, adoptent le transport collectif, ils ont tendance à parcourir moins de kilomètres, à rouler moins vite. Ils ont des options de déplacement qui leur permettent d'éviter de la conduite à haut risque. Donc, ils conduisent moins souvent rapidement, moins souvent avec les facultés affaiblies par l'alcool, par exemple. Donc, même quand on n'est pas en train d'être dans l'autobus, quand on est un usager du transport collectif, plus il y en a, plus on a des comportements de déplacement sécuritaires. Sandrine le disait, effectivement, le transport collectif, c'est un mode qui est actif aussi. On doit se déplacer pour se rendre jusqu'à l'arrêt. On doit se déplacer dans les stations de transport collectif aussi. Puis, on dit que dans un seul aller-retour en transport collectif dans une journée, on fait 25 % de l'activité quotidienne recommandée, puis qu'un tiers des usagers, ceux qui marchent le plus, un tiers des usagers vont faire la totalité des pas recommandés par jour. Donc, c'est vraiment une façon de se garder en santé de façon très, très simple. Et ça, c'est sans compter tous les effets sur la santé mentale, aussi les effets positifs, donc meilleur accès aux emplois, meilleur accès aux écoles, aux services, aux activités récréatives et tous les bienfaits qu'on sait là, de bouger sur notre santé mentale. Super intéressant. Ce que j'en retiens beaucoup, c'est qu'ultimement, développer les modes actifs et collectifs, c'est une mesure de sécurité routière et de santé publique à la fois. Donc, le mythe, en fait, il propose sa propre solution, tout simplement. Fort intéressant. Je passe donc à ce troisième mythe que je vous invite à déconstruire, donc le fait que les modes actifs et collectifs ne seraient que pour une minorité et ne permettraient pas d'atténuer significativement les émissions de gaz à effet de serre. Commençons avec Sarah sur ce sujet. Ben oui, c'est un mythe, effectivement, qu'on entend beaucoup, que finalement, ça ne change pas grand-chose, même si on utilise le transport actif ou collectif sur les GES, mais au Québec, c'est 43 % de nos émissions de gaz à effet de serre qui sont attribuables au secteur des transports. Donc, si on ne travaille pas sur les transports, on n'y arrivera jamais là, en termes de réduction de gaz à effet de serre.
Puis que que pour une minorité, si on parle du transport collectif, on parle d'environ 1 million de personnes par jour qui utilisent les services de transport collectif au Québec. Ça, c'est 12 % de la population. Donc, c'est pas négligeable, 12 % de la population. Puis, effectivement, de se déplacer en transport collectif, ça permet de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Quand on prend un autobus, ça remplace 40 à 50 voitures, là, pour faire une image bien, bien simple. Mais si on va un peu plus loin dans les chiffres, pour chaque tonne de CO2 émise par la STM, la Société de transport de Montréal, on parle de 20 tonnes de GES évitées. Donc, vraiment, il y a un transfert important. Donc, et à titre comparatif, les tonnes évitées annuellement de la STM représentent environ 55 % des tonnes attribuables au transport routier dans la région métropolitaine. Donc, c'est vraiment significatif, la réduction des GS, d'utiliser le transport collectif versus si toutes ces personnes-là étaient en voiture. Puis je sais qu'il y en a beaucoup qui parlent de l'électrification des transports. Oui, mais ça ne changera pas grand-chose. Bientôt, toutes les voitures vont être électriques. C'est pas si simple que ça. Et on apprenait en février dernier, là, de l'aveu même du gouvernement du Québec, que si on atteint notre objectif de 1,5 million de voitures électriques sur nos routes, ça ne permettra pas d'atteindre nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre dans le secteur des transports. Ça va nous permettre d'atteindre uniquement la moitié. Donc, même si on électrifiait les véhicules, il va quand même falloir d'autres solutions pour réussir à atteindre nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre dans le secteur des transports. Moi, c'est un mythe là, qui me touche quand même beaucoup, là, de dire que les gens qui choisissent pas la voiture sont pas significatifs. Mais si on prend les statistiques, Sandrine disait tout à l'heure 25 % des Québécois qui n'ont pas de permis de conduire. Si on regarde à Montréal, dans la grande région de Montréal, c'est 17 % des ménages qui n'ont pas de voiture. Au centre de Montréal, c'est 50 % des ménages qui n'ont pas de voiture. Donc, c'est pas insignifiant, en fait, cette statistique-là. Juste sur le nombre de cyclistes, c'est 5 millions il y a 5 millions de cyclistes au Québec. C'est plus de la moitié de la population. C'est 2,7 millions qui font du vélo chaque semaine. Et puis, on parle souvent là, de l'hiver. Bien, l'hiver, c'est plus de 200 000 cyclistes qui continuent à rouler à l'année, en fait, là. Donc, tous ces chiffres-là sont significatifs là, en termes de nombre, puis peuvent nous aider à atteindre nos objectifs là, de réduction des gaz à effet de serre, mais aussi de construire une ville plus agréable et plus durable. C'est un mythe intéressant parce que pour les piétons, par exemple, ben, on le sait que presque tous les Québécois sont piétons. Hein? Il y a à peu près 8 millions de piétons au Québec. Donc, pour la question de la minorité, ben là, c'est sûr qu'on parle plus de la majorité et même de la presque totalité de la population. On peut s'entendre là-dessus. Ensuite, sur les GES, ben, c'est sûr que c'est difficile de mesurer l'impact, par exemple, d'un déplacement à pied sur les émissions de GES parce qu'on ne peut pas seulement se dire, OK, on s'est déplacé sur 1 km à pied, ça fait combien de GES évité? Parce qu'on sait que ce déplacement-là à pied a probablement été choisi parce que c'était possible de se déplacer à pied. Par exemple, on va décider d'aller à une épicerie à proximité, à 1 km, plutôt que d'aller à un gros supermarché qui est très loin de chez soi, puis qu'on va prendre notre voiture pour y aller. Donc, peut-être que le déplacement évité dans notre déplacement de 1 km, c'est un déplacement de 15 km. Donc, ça, c'est important à garder en tête quand on regarde l'impact des déplacements actifs et collectifs sur les émissions de GES. Puis, Jean-François le disait, 50 % des quartiers centraux à Montréal qui n'ont pas de voiture, bien ça, c'est possible parce que le quartier est structuré pour que les déplacements actifs et collectifs soient favorisés, soient faciles, soient efficaces, soient agréables. Donc, c'est vers ça qu'on veut aller. On ne peut pas juste mesurer le déplacement qui est fait à pied ou à vélo, mais les transports actifs, finalement, permettent de créer ces milieux de vie compacts qui vont nous aider à atteindre nos cibles d'émissions de GES. Donc, parce que c'est ça, ces déplacements-là prennent moins d'espace, bien, on peut aussi verdir, on peut aussi créer des espaces de socialisation, on peut créer plus de places publiques. Donc, il y a toutes sortes aussi d'autres avantages qui vont eux aussi contribuer à réduire les émissions de GES par justement plus de verdissement, etc. Je vais peut-être ajouter quelque chose, Louis. Quand on parle de mobilité durable, les grands gains se font dans la complémentarité. Donc, un mode de transport durable, c'est pas un sacerdoce, là. C'est pas parce qu'on choisit le vélo qu'on va toujours se déplacer en vélo. En fait, puis
ça devient extrêmement puissant lorsqu'on arrive à les combiner. Sur la photo, on voit un vélo sur un autobus. Combiner le vélo et le transport en commun lourd, c'est une des seules façons de compétitionner la voiture solo quand il n'y a pas de congestion, là, parce que la congestion, ça aide, mais la congestion, c'est un outil intéressant là, pour la mobilité active, les transports durables. Mais cette complémentarité-là, il faut bien la comprendre, puis c'est pour ça que c'est important de développer des options. Bien entendu, les gens ne vont pas choisir de se déplacer en vélo tout le temps, dans toutes les conditions. Par contre, quand le vélo est une option, c'est peut-être plus facile le reste du temps d'adopter le transport en commun puis faire certains déplacements à pied. C'est ce qu'on appelle le cocktail transport. On l'aime beaucoup. Excellent. Super. Ben oui, ce que j'en retiens ultimement, c'est une question de milieu de vie. Si on veut avoir un impact sur nos GES, on mentionnait avec Sandrine la question de la compacité et ultimement tous les bénéfices qu'on peut en tirer et aussi c'est vraiment pas une minorité là. Quand je pense à chacun de vos modes, c'est significatif au sein de la population. Puis on a parlé en plus de la question qui nous amène au prochain mythe sur celle de l'accessibilité et de l'inclusivité que je trouve tout particulièrement intéressante. Donc 4e mythe que je vous soumets, celui que les transports actifs et collectifs nuiseraient à l'accessibilité et ne sont pas inclusifs. Donc, Jean-François, je t'écoute là-dessus. Voilà un autre mythe qui m'interpelle. J'ai 2 voisins, M. Maisonneuve, 92 ans, puis Henri, en fait, qui a 14 ans, qui, pour eux, le vélo et le quadriporteur sont des modes qui leur permettent de la liberté, en fait. Et souvent, je vais entendre des gens qui vont dire « Oui, mais les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer en vélo et tout. » Puis je trouve qu'on évacue ça assez rapidement. Encore une fois, avoir des options, que des modes soient disponibles, qu'une panoplie de modes soit disponible aux gens, c'est vraiment quelque chose qui apporte la souveraineté de la mobilité, là. Mais pour certaines personnes avec des limitations physiques, le vélo va pouvoir permettre de se déplacer, de se déplacer plus facilement. Je pense à M. Serge, éducateur à l'école de mes enfants, qui, lui, en été, se déplace en vélo, puis en hiver, c'est un peu plus difficile pour lui de se déplacer parce qu'il y a une condition qui le limite. Donc, cet outil-là, en fait, le fait de pouvoir multiplier les modes, ça aide toutes les couches de la société. D'un point de vue socio-économique aussi, en fait, dans certains quartiers qui ne sont pas nécessairement bien équipés en infrastructure cyclable ou en transport en commun, c'est important en fait, que nos solutions de mobilité durable incluent aussi ces gens-là, en fait, là. Donc, que ce soit l'âge, mais aussi les différentes conditions socio-économiques. Excellent. J'ai parlé tantôt du fait que 25 % de la population n'a pas de permis de conduire. Il y a aussi des personnes qui ne peuvent pas se déplacer autrement qu'en transport actif et collectif. Donc, ne pas penser à ces modes-là, c'est vraiment enlever l'autonomie à plus du quart de la population. On sait aussi que la marche, c'est un mode de déplacement universel. Donc, avec ou sans aide à la mobilité, c'est vraiment possible pour tout le monde de se déplacer à pied. Donc, si on n'aménage pas pour favoriser et assurer le déplacement sécuritaire de ces personnes-là, on vient restreindre leur capacité de déplacement. C'est sûr que, par contre, il faut aménager en pensant à l'accessibilité universelle. Parce que si on pense à l'adulte moyen en forme quand on aménage nos milieux de vie, là, c'est vrai à ce moment-là que ça devient nuisible par rapport pour une partie de la population. Mais on a des très bonnes connaissances par rapport à ce qui doit être fait pour assurer l'accessibilité universelle puis assurer la mobilité de tous. Donc, si on aménage dans cette perspective-là de design universel, on permet vraiment à l'ensemble de la population de se déplacer en sécurité et de façon autonome.
Mais parce qu'il faut le dire, effectivement, pour plusieurs personnes qui ont des limitations fonctionnelles, notamment les transports actifs et collectifs sont la seule manière de se déplacer. Si on pense aux gens qui ont des limitations visuelles, par exemple, ils ne conduiront pas une voiture demain matin, là, même si on leur donnait. Donc, il faut s'assurer de mettre en place les modes actifs et collectifs dans une perspective d'inclusion de tous. Puis, il faut le dire, c'est un élément important du filet social. Ça leur permet d'avoir accès à l'ensemble des services de l'État, des lieux de loisirs, les épiceries, les pharmacies et tout ça. Puis, il faut le dire, dans une perspective d'accessibilité financière aussi, on est dans un contexte où l'inflation est galopante. Le transport, c'était déjà le deuxième poste de dépense des ménages tout de suite après le logement. Il y a 20 % du budget qui y est consacré. Le transport collectif, le transport actif, ça va toujours rester beaucoup plus abordable que de posséder une automobile. Ça coûte très cher. Donc, il faut garder en tête que les transports actifs et collectifs, c'est vraiment un élément important du filet social, puis ça garantit le droit à la mobilité de bien des gens. Super. Ce que je trouve particulièrement intéressant de votre déconstruction, c'est cette idée que les modes durables, ça vient briser la vulnérabilisation qu'on peut avoir par un manque d'infrastructure. Donc, les gens ne sont pas intrinsèquement vulnérables, c'est le manque d'options, le manque de design universel, le manque d'aménagement. Et cette idée aussi qu'on parlait là, de l'espèce d'usager moyen qui peut-être vient conditionner nos aménagements, en soi, c'est un peu un mythe. On a plutôt une pluralité des expériences, des gens qui doivent se déplacer, qui ont des expériences différentes. Et bien, à ce moment-là, avec les différentes options que vous proposez à travers les modes actifs et collectifs, on peut répondre à ces gens-là, puis bien, briser un peu leur captivité. Ça, je trouve vraiment intéressant lorsqu'on parle de la question de l'accessibilité, de l'inclusivité en mobilité. 5e mythe que je vous soumets, donc, est celui qui est une corde assurément sensible. Les personnes utilisant les modes actifs et collectifs ne contribuent pas à leur financement. J'entends Sandrine en premier sujet. Bien, ça, c'est un mythe qu'on entend souvent. Hein? En fait, il y a plusieurs choses là-dedans. D'abord, les infrastructures de transport sont payées en grande majorité par l'ensemble de la collectivité. Si on regarde, par exemple, les infrastructures de transport actif, la plupart se retrouvent sur le réseau municipal. Le réseau routier municipal, il est payé par les taxes foncières, donc par, en grande majorité, les propriétaires ou les locataires indirectement, donc les résidents de la municipalité. Donc, finalement, ces infrastructures-là, qu'elles soient pour les automobiles ou pour le transport actif, elles sont payées par les personnes qui habitent la municipalité, donc peu importe leur mode de transport. Ensuite, quand on regarde les réseaux routiers, plus à l'échelle du Québec, là, donc les autoroutes, les routes intermunicipales, même si ces routes-là sont en grande majorité pour le déplacement automobile, il y a une grande partie qui est financée par nos taxes et impôts. Donc, il y a une partie qui est financée par les droits de permis et d'immatriculation, environ 15 %. Une autre partie qui est financée par la taxe sur l'essence, donc environ 26 %. Donc, finalement, c'est moins de la moitié du réseau routier, même national, qui est financé directement par les automobilistes. Donc, finalement, tout ça pour dire qu'on paye tous collectivement pour notre réseau routier, qu'il soit pour le transport actif ou collectif, ou routier. J'ajouterais à ça, d'ailleurs, que la contribution des automobilistes au transport collectif via la taxe sur l'immatriculation, elle n'a pas été indexée depuis 1992. Fait qu'on peut dire que les automobilistes contribuent de moins en moins au transport collectif. Et les usagers du transport collectif financent quand même à 30 à 35 % là, de leur réseau de transport collectif. C'est une part significative du budget qui vient finalement directement de la poche des usagers du transport collectif. Puis il faut le dire aussi, là, moi, je suis aussi une automobiliste, aussi un piéton, aussi un cycliste et une usagère du transport collectif. C'est pas des groupes qui sont mutuellement exclusifs. Donc, quand on entend cette idée que les automobilistes, on paye pour le transport collectif, ben on est un peu tout ça. Hein? On est un peu usager du transport collectif et parfois automobiliste ou vice-versa. Fait que c'est important peut-être de le rappeler. Tu renforcis l'idée que la mobilité, c'est pas un sacerdoce. Là. On peut changer de mode. Nous, c'est 9 cyclistes sur 10 qui ont un permis de conduire. Tu disais que les usagers de transport en commun payent 30-35 %.
Si on regarde là, ce qu'un individu paye pour se déplacer en voiture, c'est environ 20% du coût réel. Donc, l'État va mettre 5 fois plus pour que cette personne-là puisse se permettre puisse se déplacer en voiture, en fait, là. Donc, puis pour les modes durables comme le vélo, les investissements, c'est minime. Là. On va parler de quelques sous par kilomètre. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que ces modes-là viennent avec plein d'externalités positives. On parle beaucoup d'éco-fiscalité, d'intégration, des externalités négatives dans l'économie. Donc, le vélo, c'est bon pour la santé publique. Ça réduit la congestion. Il y a plein d'externalités positives qui viennent avec le fait de choisir le vélo ou un mode de transport durable. Donc, les gains sont beaucoup plus importants que les investissements qui nécessitent. Je pourrais peut-être juste rajouter aussi sur le fait que les automobilistes payent. Ils payent souvent via la taxe sur les carburants. Avec l'électrification des transports, bien, on perd une partie des automobilistes qui contribuent finalement au financement de la mobilité via la taxe sur les carburants. Très intéressant. Moi, ce que j'entends à travers ça, c'est la notion d'investissement, en fait. La mobilité durable, c'est une dépense qui est collective pour une multitude de raisons, comme vous l'avez très habilement démontré. Mais ultimement, c'est un investissement qui nous permet d'aller chercher des gains, chercher des externalités et de les comptabiliser dans la façon dont on se déplace. Donc, il y a une question d'un choix sociétal à travers notre mobilité. Très intéressant. J'en passe maintenant au prochain mythe, le 6e, donc le dernier qu'on a à déconstruire, si je ne m'abuse. Encore une fois, qui touche les portefeuilles. Donc, la question, à savoir qu'accorder plus de place au mode durable serait une menace à la vitalité économique. Sarah, j'aimerais t'entendre en premier à cet égard. Ça me fascine toujours, ça, comme si de ne pas se déplacer en voiture, soudainement, ça enlevait de l'argent au Québec. C'est fascinant. Pourtant, au Québec, on construit quoi? On construit des trains, des autobus, mais on ne construit pas des voitures. Fait que déjà, à la base, on peut se dire que... On construit des vélos aussi. On construit des vélos aussi, en plus, as-tu vu? Et des souliers. Et des souliers. C'est merveilleux. Avez-vous vu ça? Mais non, effectivement, là, sans blague, il y a une étude de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain qui nous apprenait que le transport en commun, ça génère un impact sur l'économie québécoise de près de 3 fois supérieur à celui du transport privé par automobile. Donc, investir dans le transport privé par automobile, ça contribue à la balance négative de l'économie québécoise, tandis que d'investir dans le transport collectif, bien, ça stimule l'économie québécoise. En fait, avec chaque tranche de 10 millions d'investis, on crée 99 emplois au Québec en transport collectif. Puis si on investit ce même 10 millions dans le transport routier par automobile, on crée 57 emplois. Donc déjà, au niveau de la création d'emplois, le transport collectif aussi est plus intéressant. Puis il faut le dire, là, on l'a dit tantôt, le transport collectif, le transport actif, c'est plus abordable que de se déplacer en voiture. Fait que chaque sou qui reste dans les poches des ménages parce qu'ils ont décidé de ne pas avoir une voiture, de ne pas se déplacer en voiture, bien, c'est possible de le réinvestir dans d'autres choses. C'est 3 fois moins cher de se déplacer en transport en commun que de se déplacer en voiture. Donc, ça permet certainement de réinvestir cet argent-là dans notre économie locale. Si on regarde au niveau de l'utilisation du bord de rue, donc une place de stationnement devant un commerce, lorsque cette place de stationnement est réservée pour une voiture, en fait, ça va générer 950 $ de revenus là, pour l'utilisation de cette place-là. Si on transforme cette place-là en terrasse, c'est 1660 $. Et puis, lorsqu'on amène un stationnement vélo, ça va être 1700 $. Donc, on a vu à Montréal toute une... puis partout au Québec, je devrais dire, là, mais une réutilisation de l'espace pour les restaurants, les terrasses et tout ça, c'est quelque chose de vraiment bénéfique d'un point de vue économique. Si on regarde, là, vous me pardonnerez l'exemple de Montréal, mais les projets de piétonisation, les rues qui ont choisi de piétoniser s'en sont mieux sorties que les rues qui n'avaient pas choisi de piétoniser à la suite de la pandémie. On a eu des données récentes là, pour le Rêve Saint-Denis ou l'installation d'une piste cyclable. La rue Saint-Denis s'en sort mieux que l'agglomération de Montréal et s'en sort mieux qu'une rue comparable comme Saint-Laurent. Donc, en fait, plus le portefeuille circule lentement, plus il y a de chances d'entrer dans un commerce. Donc, la piétonisation, les déplacements à vélo,
Mais c'est pas vrai là, que 4 voies de voiture, en fait, c'est bon pour le commerce local. Moi, j'invite, je fais un appel à tous. Là. Si quelqu'un a des chiffres qui montrent que la fluidité automobile aide les commerces, là, je serais content de voir ça. Parce que partout dans le monde, que ce soit à New York, Toronto, les chiffres sont très clairs sur le fait que lorsqu'on réaménage les rues pour en faire des rues complètes, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour les commerces, en fait. Puis, je terminerai peut-être en disant que la mobilité durable, ça crée un écosystème qui favorise l'achat local. On ne va pas être tenté d'aller prendre une voiture pour aller dans un grand magasin pour acheter du papier toilette qui va coûter moins cher. Non seulement on va sauver de l'argent dans nos poches, mais en plus, on va s'approvisionner localement dans nos commerces locaux. Donc, cet écosystème-là de commerce local, je pense qu'il est très important. Bien, c'est vrai ce que tu dis, Jean-François. Puis, tu sais, dans le fond, c'est qu'on va encourager finalement les commerces de proximité plutôt que les grandes surfaces dans parfois la collectivité voisine. Fait que ça permet aussi de revitaliser des milieux de vie, des municipalités qui peut-être avaient perdu leur commerce de proximité parce qu'en favorisant la mobilité active, bien, finalement, on permet de soutenir ces commerces locaux-là. On le sait aussi, on l'a vu, il y a beaucoup de rues piétonnes qui ont été créées en 2020 pour répondre à l'urgence sanitaire, qui ont connu un grand succès, qui ont été renouvelées. Tu as parlé des rues à Montréal, mais il y a aussi dans d'autres municipalités du Québec, par exemple à Rouyn-Noranda, où le centre-ville a été piétonnisé et où, face au succès de cette initiative-là, bien, ça a été renouvelé sur 3 ans pour permettre aux restaurateurs, aux commerçants d'acheter du mobilier plus durable, d'animer encore plus la rue. Donc, ça, c'est des initiatives qui peut-être n'auraient pas eu lieu, on n'aurait pas été tenté d'essayer avant la pandémie, mais là, on l'a essayé puis on a vu le succès. Puis en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a plusieurs études qui ont démontré que les commerçants surestiment souvent le nombre de clients qui viennent en voiture versus ceux qui arrivent en transport actif et collectif. Donc, ce qui fait en sorte que des fois, c'est difficile de se lancer parce qu'on a peur de l'inconnu. Puis, avec la pandémie, bien, on a eu l'occasion de le tester, puis on s'est rendu compte que vraiment, ça marche, c'est intéressant pour l'économie. Puis, ce qui semble déterminant là, dans ces actions-là, c'est aussi le leadership des sociétés de développement commercial qui ont pris l'initiative d'animer la rue puis de vraiment investir là-dedans. Donc, ça, c'est aussi très intéressant. Je me permets d'ajouter que c'est vrai que ça peut faire peur au commerce. Quand on est en affaires, on prend beaucoup de risques, en fait, puis de voir la rue devant soi changer, ça peut paraître un grand risque. Puis c'est pour ça qu'il faut accompagner les gens, puis les SDC, puis les milieux, puis les élus, en fait, qui ont accompagné ça, qui ont accompagné le changement. Les données sont claires, sont sans appel, mais c'est pas parce qu'on a les données qu'on va toujours... c'est normal d'avoir peur, puis c'est important de bien accompagner, de bien expliquer ce qu'on essaye de faire, pourquoi on essaye de le faire, puis s'adapter aussi, en fait, à travers ces différentes initiatives-là. Les commerces ont aussi gagné en zone de livraison, en dépose minute, en fait, là, donc il y a moyen de s'adapter. Très bien. Voici, le dernier mythe était déconstruit. Voilà, c'est fait. Ce que j'en retiens encore une fois, bien, c'est cette idée qu'on a un petit peu tendance à sous-estimer, là, Sandrine, tu le mentionnais, l'apport des modes durables lorsque vient le temps d'évaluer l'impact. Les données sont là et l'expérience des dernières années nous l'a bien démontré également dans les milieux qui ont été plus agiles à cet égard-là. Passons maintenant au troisième élément du webinaire de ce matin, qui est celui donc des grandes solutions. Donc, nos panélistes ont des grands principes à vous présenter afin, justement, une fois que maintenant vous êtes convaincus de la valeur là, des modes durables, donc, comment est-ce qu'on peut articuler ça? Quelles sont les grandes lignes, les grandes orientations qu'on peut reprendre à cet égard-là? Donc, j'y vais avec un premier grand principe qui est le suivant. Donc, Sandrine, que tu vas nous présenter, donc inverser la pyramide des modes de déplacement. Qu'est-ce? Bien, en fait, je pense qu'on a bien démontré dans toutes nos présentations que les modes actifs et collectifs sont complémentaires. Donc, on doit inverser la pyramide de priorisation des modes de transport pour encourager la mobilité durable. Donc, parce que tout déplacement commence par la marche, on doit s'assurer que c'est possible, efficace, sécuritaire de se déplacer à pied. Ensuite, on va penser au déplacement à vélo,
en transport collectif, en autopartage, puis finalement en auto-solo, c'est vraiment, vous l'aurez compris, le contraire en ce moment. Donc, en ce moment, on pense habituellement d'abord à la fluidité automobile, puis ensuite, on pense accessoirement au transport actif et collectif. Donc, c'est vraiment le contraire qu'on doit faire. On doit planifier les réseaux en pensant au mode actif et collectif dès le départ et pas les traiter comme accessoires ajoutés de façon supplémentaire. Ensuite, on va vouloir aussi prioriser les aménagements qui favorisent les déplacements actifs pour favoriser l'adoption du transport collectif aussi. Parce que si on a un arrêt de bus à 1 km de chez soi ou même 500 mètres de chez soi, mais qu'il faut traverser une route avec 4 voies puis qu'il n'y a pas de lumière, bien, on va peut-être décider de prendre sa voiture pour aller au travail parce que c'est pas possible de se rendre à l'arrêt d'autobus. Donc, c'est vraiment en inversant cette pyramide-là qu'on peut soutenir l'ensemble de la chaîne de déplacement de mobilité durable. Excellent, très clair. Sandrine, toujours avec toi. Deuxième grand principe qu'on voulait démontrer ce matin, donc adopter l'approche de vision zéro. Oui, celui-là, il est comme plus flou. Donc, la vision zéro, c'est une approche qui a été développée en Suède, qui a été adoptée à la fin des années 90. Et c'est une approche qui a fait ses preuves internationalement, qui est vraiment reconnue par le milieu scientifique en sécurité routière comme étant l'approche à suivre pour assurer la sécurité de l'ensemble des usagers. Donc, on ne parle pas ici de juste les usagers de mobilité durable, c'est vraiment tous les usagers. C'est une approche systémique qui a pour principe, au cœur de son approche, que personne ne devrait être tué ou blessé gravement à la suite d'une collision routière. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme. À partir du moment où on applique Vision Zéro, on se dit que ces décès et blessures graves sont inacceptables et surtout qu'ils sont évitables. Donc, tandis que l'approche traditionnelle se base beaucoup sur les comportements des usagers, l'approche Vision Zéro, elle, va viser une responsabilité partagée entre les différents acteurs. Donc, c'est pas juste l'usager qu'on va regarder, mais c'est aussi le concepteur et le gestionnaire de la route qui a une responsabilité par rapport à la sécurité de tous. La Vision Zéro s'approche sur 3 principes forts. Donc, l'erreur humaine est inévitable. Donc, on doit créer un système routier sûr qui va permettre de pardonner les conséquences de ces erreurs. Là. Donc, de faire en sorte que si jamais il y a une erreur, elle n'aura pas des conséquences graves ou mortelles. Ensuite, le deuxième principe, c'est que la vie et la santé humaine doivent être priorisées lors de la planification et la conception du réseau de transport. Donc, on va prioriser ces éléments-là versus, par exemple, la fluidité automobile. Ensuite, le troisième principe, c'est que la gestion de la vitesse est primordiale parce que la vitesse influence la sécurité de l'ensemble des usagers, peu importe leur mode de transport. Les conséquences d'une collision à 30 km/h ne sont pas du tout les mêmes que d'une collision à 50 km/h ou à 70 km/h. Donc, vraiment, la vitesse au cœur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, le gouvernement du Québec s'est engagé envers Vision Zéro dans sa politique de mobilité durable et qu'il y a déjà plusieurs villes qui ont emboîté le pas. Montréal a un plan d'action Vision Zéro, mais il y a aussi les villes de Trois-Rivières, Québec, Drummondville, Gatineau qui mettent de l'avant cette approche-là dans leur planification. Très bien. Tu mentionnais justement la politique de mobilité durable. Donc, justement, ça m'amène au prochain grand principe. Il a été présenté rapidement par Sarah. Un petit récapitulatif, nous revenir là-dessus, s'il vous plaît, Sarah. Oui, bien, effectivement, on voulait renforcer ce principe-là. L'approche RTA, tout comme l'approche Vision Zéro, c'est des approches qui ont été reconnues internationalement, qui fonctionnent et sur lesquelles on doit s'appuyer. Et vraiment, dans cet ordre de priorité-là, c'était inscrit dans la politique de mobilité durable, même si parfois, d'un œil avisé, on se rend compte que peut-être on investit plus ou on met plus d'énergie à l'amélioration, mais c'est vraiment dans l'ordre réduire d'abord le nombre de déplacements à effectuer et la distance de ces déplacements-là, transférer vers des modes qui sont plus durables, donc passer de l'auto-solo ou de la voiture vers les modes actifs et collectifs et finalement améliorer l'efficacité énergétique de nos véhicules, donc passer d'une voiture à gaz à une voiture électrique, par exemple. Mais tout est dans tout dans la vie. Donc, Sandrine, tu parlais de l'approche Vision Zéro, mais déjà, quand on travaille sur réduire, on l'a démontré tantôt, ça influence la sécurité routière quand on a plus de gens dans le transport collectif, quand les gens se déplacent moins, quand ils vont moins loin. Donc, toutes ces approches se nourrissent, ces grands principes-là, finalement, sont tous interreliés. Puis de miser sur l'approche RTA, ça va vous aider dans votre approche Vision Zéro et vice-versa, probablement. Excellent.
Toujours avec Sarah, quatrième grand principe qui traite de la planification, donc l'importance de développer un plan de mobilité durable. Effectivement. C'est bien beau, là, vouloir faire les bonnes choses, mais ensuite, il faut se doter d'un plan. Il faut y mettre des ressources, qu'il y ait des ressources humaines dédiées à la ville, des ressources financières. C'est un investissement qui en vaut la peine, mais ce n'est pas gratuit de faire le virage vers la mobilité durable. Mais ça prend aussi des orientations, des actions qui sont en faveur de la mobilité durable à travers une planification, mais j'ai envie de dire à travers une planification, pas à travers un plan vélo et un plan piéton et un plan transport en commun et un plan voiture peut-être. C'est vraiment de faire un seul plan de mobilité durable où on inclut l'ensemble des modes puis qu'on regarde l'ensemble des usagers et des usages de la route. Puis c'est comme ça qu'on va réussir à faire un véritable virage. Excellent. Donc, c'est important d'avoir une structure qui vient intégrer nos différents modes, qui vient donner une espèce de colonne vertébrale à tout ça. Exactement, une ligne directrice. Puis à ça, il va falloir s'ajouter aussi des objectifs mesurables, circonscrits dans le temps. Hein. Les bonnes intentions, c'est bien le fun, mais qu'est-ce qu'on dit? L'enfer est pavé de bonnes intentions, donc il faut aussi avoir des objectifs concrets. Excellent. Donc, de façon très appliquée. Super. Toujours avec Sarah. Donc, on a ce cinquième grand principe qui est la nécessité de penser les services en fonction des territoires naturels de déplacement. Oui, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? En fait, c'est que souvent le transport, que ce soit le transport collectif ou le transport actif, c'est penser en fonction des limites administratives parce que c'est la municipalité ou la MRC qui doit organiser le transport collectif ou le transport actif sur son territoire. Mais les gens, ils pose pas ces questions-là. Là, ça finit où, la MRC? Si les services sont dans la MRC voisine, ils vont vouloir se rendre jusque-là. Donc, il faut vraiment s'assurer que les services de transport collectif et de transport actif soient correspondent finalement à où les gens se déplacent. Donc, qu'ils se soient intégrés d'une municipalité ou d'une MRC à l'autre, puis qu'on puisse se déplacer de son lieu de résidence jusqu'à l'ensemble des services, même s'ils sont dans un territoire qui n'est pas le même que où on habite. Il faut que les MRC se parlent. Et il y a d'excellents exemples à Régime, en Gaspésie, par exemple, où c'est 5 MRC qui se sont réunis, puis on a des services de transport collectif qui sont intégrés sur toute la région. On va se le dire, la Gaspésie, c'est pas la région la plus facile, la plus naturelle pour desservir en transport collectif, puis ils ont réussi à le faire, puis ça répond vraiment très bien aux besoins des usagers. Donc voilà, cette idée de décloisonner ultimement notre mobilité. Tout à fait. Même chose pour la piste cyclable. Hein. On ne veut pas arriver au bout de sa municipalité, puis hop, tomber sur un chemin de garnotte, puis plus d'aménagement. On veut que ça se poursuive au-delà des limites administratives. Effectivement. Donc c'est des personnes qui se déplacent ultimement. C'est ça qu'il faut comprendre. Exactement. Voilà. J'enchaîne avec un sixième grand principe qui nous sera présenté par Jean-François. Donc, l'importance de prévoir des ressources humaines et financières lorsqu'on traite de mobilité durable. Sarah en a parlé un peu. Si on veut faire avancer les choses, il faut se donner les moyens. Donc, déjà désigner des personnes chargées de coordonner l'essor de la mobilité durable dans la municipalité, c'est important. Une équipe qui va prendre ça en charge pour faire avancer ça. On sait que les processus administratifs ne sont pas toujours simples, en fait. Donc, ça prend une vision des élus, mais aussi, je dirais, une force de travail pour faire avancer les différentes choses. Il faut aussi ne pas négliger, en fait, regrouper tous les acteurs concernés par la mobilité. On va souvent avoir des groupes pour la défense des piétons, des groupes pour la défense des vélos. Le transport en commun, on a moins de citoyens qui s'impliquent, mais lorsqu'on en a, quand on est capable de mettre ces personnes-là ensemble, on parlait des sociétés de développement commercial un peu plus tôt, même chose pour les commerces, être capable de, je dirais, faire circuler l'information, la réflexion, la vision, pour que lorsque vient le temps de mettre les choses en place, ce soit un peu plus facile. Donc, regrouper les acteurs ensemble, ça peut être sous forme de rencontres 1 ou 2 fois par année. Puis après, l'argent. L'argent dans le plan d'investissement, mais aussi l'argent dans le budget de fonctionnement des municipalités. En fait, là, on a vraiment besoin des deux. Là. De l'argent pour le béton et de l'argent pour les opérations. Là-dessus, on attend toujours les annonces du gouvernement du Québec là, pour les sommes disponibles pour les municipalités, mais force est de constater que dans les 4 dernières années, il y a eu une augmentation des investissements. On espère que cette tendance-là va continuer, mais le gouvernement... En fait, ce qu'on a vu, là,
je dirais, la grande vague là, pour la mobilité durable, je pense que le gouvernement du Québec se doit de venir soutenir les collectivités avec de l'argent, avec de l'investissement. J'ai l'impression que ça s'en vient, mais on a hâte de le voir, en tout cas. Excellent. Donc, à suivre. Dernier grand principe qu'on souhaitait présenter ce matin, ce sera encore une fois articulé par Jean-François, donc, qui est celui de l'application du principe de la rue complète lorsqu'on fait des travaux de réfection ou de construction des rues. Oui, on parlait tout à l'heure que les citoyens sont multiples. En fait, ils peuvent choisir une mode, ils peuvent choisir un différent mode en fonction là, du moment ou de l'outil. Je ramène toujours ça au coffre d'outils, en fait. Là, il y a peu de... Lorsqu'on visse une vis, c'est rare qu'on utilise un marteau, là, le bon mode au bon moment. Mais pour le faire, ça nous prend des rues qui permettent d'accommoder un peu tout le monde. Puis aujourd'hui, ça existe, là, des principes d'aménagement de rue complète. On en voit une à l'écran. Transport collectif, déplacement en voiture, déplacement en vélo, piéton. On a aussi du verdissement. C'est possible, en fait. Puis de plus en plus, les projets de réaménagement de rue, je prends encore l'exemple de Saint-Denis, mais c'est le rêve sur la rue Saint-Denis à Montréal, c'est un projet qui a des bénéfices pour tous. Oui, il y a une piste cyclable, mais il y a des bénéfices pour les piétons, des traverses, une expérience plus agréable. Les voitures sont toujours les bienvenues, il y a possibilité de se stationner, c'est plus clair aux intersections, les piétons et les cyclistes ont leur moment, les voitures peuvent se donner. Donc, ce principe-là, c'est possible d'aménager une rue pour tous. C'est aussi important, en fait, d'intégrer l'accessibilité universelle, les limitations fonctionnelles, le vieillissement de la population. On a besoin, je dirais, de solutions qui vont permettre aux gens de pouvoir continuer à se déplacer. Puis dans tout ça, là, il faut aménager nos rues, non pas pour la fluidité, puis les niveaux de service, en fait, mais plutôt pour favoriser la mobilité des personnes. Puis on se rend compte qu'il y a plusieurs études là, qui montrent que lorsqu'on réaménage la rue pour mettre du transport en commun ou pour mettre du vélo ou pour mettre des trottoirs plus larges, bien, la rue va permettre à plus de personnes de se déplacer, puis c'est ça notre objectif là, au départ. Oui, de mettre finalement les personnes au cœur de notre réflexion. Et j'aime vraiment beaucoup l'image de la boîte à outils, cette idée qu'à chaque mode, des besoins en mobilité. Puis en fait, vous l'avez très, très, très bien démontré, cette idée que pour être inclusif, il faut penser plus large qu'un seul bot. Excellent. Vous nous avez démystifié, mis en contexte, vous nous avez offert des grandes orientations, des grands principes, mais vos organisations ne font pas que ça, elles nous outillent également. Donc, on va faire un tour d'horizon des outils que vous proposez, à commencer par Piéton Québec. Bien, comme tu le dis, Louis, c'était vraiment un survol là, ce matin. Fait que si vous avez des questions, vous voulez en savoir plus sur certaines choses qu'on a présentées, chez Piéton Québec, on a une boîte à outils donc sur notre site web où vous allez trouver, par exemple, un guide aménager des rues conviviales et sécuritaires pour les personnes aînées, des fiches informatives sur différents sujets, dont la vision zéro, si jamais vous voulez aller en savoir plus. Et également, on organise... il y a une campagne Tous Piétons qui s'en vient cet automne. Donc, il y aura des outils disponibles également pour diffuser, faire la promotion d'En Marche dans votre municipalité. Donc, tout se trouve sur notre site web. Merci beaucoup, Sandrine. Je poursuis avec Trajectoire Québec. Qu'avez-vous à nous offrir? Chez Trajectoire Québec, on travaille très, très fort en ce moment sur un guide de bonnes pratiques en consultation publique pour le transport collectif. Donc, on vous invite, si vous avez envie de déployer des nouveaux services de transport collectif, à évidemment consulter vos citoyens, les usagers et les futurs usagers, qui sait. Ce guide-là n'est pas tout à fait prêt. Il est en révision. Ça ne sera pas long, donc restez à l'affût. Ça va être bientôt diffusé dans nos outils. Sinon, pour les plus petites collectivités, là, les milieux périurbains et ruraux, il y a différentes publications là, auxquelles on a contribué qui présentent plusieurs initiatives intéressantes en transport collectif dans des milieux peu denses. Donc, je vous invite à lire un article chez 100 degrés où on a vraiment présenté 3 initiatives, puis un autre article qui est disponible dans la revue de l'Ordre des urbanistes du Québec où, effectivement, on a encore une fois présenté là, des initiatives qui existent. On en a presque tous les ans à notre gala des prix Guy Chartrand, des municipalités qui brillent par leur inventivité et leur innovation en transport collectif. Donc, il y a moyen de s'inspirer et de faire pareil dans vos collectivités.
Merci beaucoup. Je réitère, je l'ai mentionné en début de présentation, juste avant qu'on passe à Jean-François. Là, vous voyez des liens qui sont cliquables dans la présentation et vous le seront accessibles. Évidemment, on va vous transmettre ça à la suite du webinaire. Donc, tout ça, vous pourrez consulter très, très, très facilement. Poursuivons. Vélo Québec. Merci Louis. Chez Vélo-Québec, on a plusieurs outils là, qui peuvent aider les collectivités à faire avancer la cause du vélo. Peut-être un des programmes très intéressants là, qui s'appelle le programme Vélo sympathique. Donc, c'est un programme de certification qui aide les milieux de vie. Ça peut être les organisations, les collectivités, mais c'est aussi bon pour les organisations, les entreprises, les organisations privées. Dans le fond, ça permet de faire une comparaison entre les meilleures pratiques et là où la collectivité est. Donc, en gros, simplement, il s'agit de remplir un questionnaire qui permet de voir, en fonction des 5 E, qui sont les 5 E pour les 5 E pour la création d'une culture vélo. Donc, on remplit un questionnaire, puis ensuite de ça, c'est évalué par un panel de juges indépendants et il y a un rapport qui est produit. Donc, ça vient avec une certification, mais aussi un rapport qui permet de voir un peu où on en est. Ce programme-là est un programme excellent. Je vous invite à visiter là, le site web vélosympathique.com. On a aussi un guide, on voit la photo, le guide pour aménager pour les piétons et les cyclistes. On va faire des formations professionnelles. On a aussi un service conseil quand vous avez besoin d'accompagnement plus détaillé. Puis, le 2 juin, on organise une conférence avec Stein Van Ostersen qui s'appelle « Pourquoi pas le vélo ?» en fait. Et Stein, c'est l'auteur d'un livre là, qui parle du vélo sous toutes ses formes. Et cette conférence-là, ce sera une conférence très, très intéressante pour, je dirais, quelqu'un qui s'intéresse à développer le vélo là, dans une municipalité. C'est quoi les choses importantes? C'est quoi les barrières? Et puis, Stein, c'est un Hollandais qui vit en France, donc il est francophone. C'est rare, en fait, qu'on a la chance d'avoir un Hollandais qui nous explique les principes là, de design hollandais. Donc ça, c'est le 2 juin. C'est disponible en mode hybride, donc il y aura des gens à Montréal, mais c'est aussi disponible partout au Québec. Vous pouvez aller sur notre site Internet pour vous inscrire. Excellent. De ce que j'ai entendu aujourd'hui, avant qu'on passe là, à la période des questions, ce que j'ai trouvé fort intéressant, c'est qu'on a commencé en parlant de façon assez pointue de mobilité, mais rapidement on s'est rendu compte que c'est une question qui est beaucoup plus large. C'est une question de milieu de vie. On vient décloisonner notre pensée lorsqu'on parle de mobilité durable parce qu'ultimement, c'est une façon de dynamiser nos collectivités. Vous l'avez démontré dans les plus petites collectivités comme dans les plus grandes. Donc, il en va de créer des milieux de vie qui sont qui répondent à nos aspirations, ultimement. Et à travers ça, ça me faisait aussi beaucoup penser au plus récent rapport du GIEC, alors qu'évidemment, tout ce qui est local et global et vice-versa, et qui soulignait justement l'importance d'intervenir dans nos zones urbaines avec le poids en transport. Sarah l'a bien démontré, c'est 43% de nos gaz à effet de serre qui viennent de ces milieux-là. Donc, dans nos zones urbaines, un potentiel qui allait, je crois, là, de 40 à 70% de réduction. Donc, ce que j'en tire, c'est que la marche, le vélo, les transports collectifs, c'est une façon de créer des milieux qui vont être beaucoup plus sobres en carbone, mais aussi qui sont des milieux de vie, des milieux qui sont inclusifs également. Et bien, avec les outils que vous nous avez démontrés, il n'en tient qu'à vous d'aller de l'avant à cet égard-là. Je passerai désormais à la période de questions. On a reçu plusieurs questions. Je me lancerai déjà d'abord avec une question avec thématique de transport collectif. Sarah, ça a été effleuré quelques fois, mais j'aimerais qu'on y revienne parce que je crois que c'est un élément qui est important. Donc, la question est la suivante. Comment faire pour offrir du transport collectif qui répond aux besoins de la population dans des milieux peu denses pour lesquels les modes de transport traditionnels comme l'autobus ne sont pas bien adaptés? Vaste question. Il y a plusieurs façons. Là, chaque milieu devra adapter et trouver le mode qui convient. J'aurais envie de vous dire, tournez-vous vers les gens chez vous et posez des questions. Ça va vous nourrir beaucoup, mais il y a plein d'initiatives, puis je peux nommer peut-être quelques exemples qui fonctionnent bien. Un exemple qui m'a beaucoup impressionné, c'est la MRC de Matawini dans la Naudière. C'est un territoire qui est très, très vaste. Là, c'est pratiquement toute la région de la Naudière. C'est un milieu qui est rural, c'est pas très dense. Ils ont lancé un service de taxi collectif sur réservation
réservation en plein milieu d'une pandémie et ils ont quand même réussi à atteindre 3000 déplacements en seulement 7 mois. Donc, vraiment, ça vient répondre à un besoin. Puis, on en parlait tantôt, les besoins de mobilité des aînés, par exemple, les besoins de mobilité des gens qui n'ont pas de permis de conduire. Dès qu'on offre un service dans ce genre de milieu-là, on réussit à répondre à leurs besoins. Puis, les attentes des gens dans un village de 1000 habitants ne sont pas du tout les mêmes que sur le plateau Mont-Royal, par exemple. Ils ne s'attendent pas à de la fréquence aux 15 minutes. Ils vont être... souvent, ils seront satisfaits d'un service sur réservation quelques jours par semaine, par exemple, si ça répond vraiment à leurs besoins et ça les amène aux bons endroits. Il y a d'autres exemples qui existent. La Corporation de transport collectif de Masquinongé, qu'on appelle la CTC Masquinongé. Donc, dans Mauricie, près de Trois-Rivières, mais c'est dans un territoire qui est moins dense, pas mal que la ville de Trois-Rivières, qui n'est pas desservie par une société de transport. C'est la CTC qui offre le transport collectif. Mais ils ont vraiment réussi à aller cogner à la porte de tout le monde qui a un peu une flotte de véhicules. Donc, il y a des taxis qui sont mis à l'utilisation, mais il y a aussi les véhicules scolaires. On se sont tournés aussi vers le milieu communautaire pour connaître leurs besoins, puis il y a vraiment une offre de transport collectif qui est multiple, qui a différents modes. Ils font du transport jusque Trois-Rivières, évidemment, qui est un pôle de déplacement important parce qu'il y a les services de l'État, il y a aussi un cégep, puis il y a tout ça, il y a l'université. Donc, ils ont vraiment réussi, en combinant l'ensemble des flottes, des véhicules disponibles sur le territoire, d'offrir aux usagers différents services qui viennent répondre à leurs besoins. Donc, il y en a plusieurs comme ça, des initiatives qui existent. Il y a du transport à la demande ici sur la rive sud de Montréal, dans la municipalité de Saint-Bruno-de-Montarville, dans un secteur qui n'est pas très dense. Il y a le train de banlieue, mais il est loin un peu. Donc, les gens, plutôt que de faire de l'autobus dans un milieu pas très dense, ils ont proposé c'est le RTL qui a fait ça, le service RTL à la demande. Finalement, c'est de commander son taxi collectif via une application. Ça vous propose un arrêt tout près de la maison, pas chez vous, mais pas très loin. C'est des arrêts qui sont dynamiques. Finalement, ça fait des lignes dynamiques aussi. Ça rabat les usagers vers la ligne de train de banlieue ou une ligne d'autobus qui est très fréquente. Puis comme ça permet de desservir ces secteurs-là sans envoyer des autobus de 40 pieds qui vont être vides dans des milieux peu denses. C'est une réponse, ma foi, très complète. Connaissance très fine, Sarah, c'est impressionnant. Merci. Je bifurque maintenant vers le vélo. J'ai une question ici qui nous a été soumise, qui est appuyée aussi par du vécu. La question se lit comme suit. Donc, on entend souvent que plus les cyclistes sont nombreux sur le réseau, plus ils sont en sécurité. Avez-vous des données en ce sens? Pour avoir pédalé à Copenhague, où je me sentais en sécurité, j'ai l'impression que c'est vrai. Jean-François, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est le principe là, de safety in numbers. Je n'ai pas des données comme ça au bout de mes doigts, comme Sarah. Mais en fait, effectivement, il y a c'est comme un peu là, la saucisse, là, plus de gens en mangent parce que c'est frais, donc plus c'est frais. Donc, en fait, il y a un cercle, vertueux. Je ne sais pas si c'est une bonne comparaison, mais lorsqu'il y a des aménagements protégés, il va y avoir plus de gens qui vont choisir d'utiliser le vélo. Puis plus il y a de gens qui utilisent le vélo, plus les gens ont l'habitude, en fait, de voir des cyclistes. Et il y a une norme sociale aussi, en fait, autour de ça. Donc, effectivement, là, plus on va voir de gens à vélo, plus on va avoir un sentiment de sécurité lorsqu'on roule à vélo, puis plus les automobilistes vont aussi être habitués, en fait, de devoir partager, puis de partager l'espace avec des cyclistes. Mais à la base, si on veut un nombre de cyclistes, c'est vraiment les aménagements puis l'apaisement de la circulation là, qui va rendre ça possible. Excellent, très bien. J'y vais avec une question qui est plus large. Donc, les trois panélistes, là, sentez-vous bien à l'aise d'intervenir sur cette dernière? Donc, ça se lit comme suit. La pandémie et donc le retour à l'hyper-local a-t-il eu un impact sur la façon dont on se déplace? Est-ce que les habitudes de déplacement ont été changées? Est-ce qu'on a constaté des mouvances à cet égard? Sandrine, peux-tu y aller? Bien, peut-être pour la marche, en fait, on a vu vraiment un impact parce que les gens ont commencé à marcher dans leur milieu de vie, ce qu'ils ne faisaient pas nécessairement avant, parce que, bon, c'était la seule activité qu'on pouvait faire, hein, marcher proche de chez soi. Puis, en fait, nous, ce qu'on a constaté, c'est une prise de conscience, en fait, parce que les gens ont marché dans leur collectivité, dans leur milieu de vie,
ils ont constaté qu'il n'y avait pas nécessairement les aménagements adéquats pour le faire en sécurité puis de façon agréable et conviviale. Donc, ça a amené beaucoup de citoyens à demander des aménagements dans leur municipalité, à exercer une pression positive, puis un regain d'intérêt pour la marche, puis même un retour à l'identification d'être piéton. Tu sais, avant, c'est comme tout le monde est piéton, mais personne ne se considère vraiment piéton. Puis avec le fait que tout le monde a recommencé à marcher dans son milieu de vie, ça a vraiment repris une prise de conscience que, ben oui, moi aussi, je suis piéton, puis j'aimerais ça avoir des aménagements intéressants à proximité de chez moi. Donc, c'est pas des données que j'ai à vous offrir, mais nous, on a vu ces constats-là. Pour les déplacements à vélo, avec les politiques de télétravail obligatoire au Québec, puis le télétravail en général qui se développe, là, tous les déplacements, je dirais, vers utilitaires, là, pour aller au travail, on a vu une baisse, en fait, là, des déplacements à vélo. Par contre, quand on regarde là, les profils horaires de fin de semaine ou de soirée, on a vu une augmentation de ce qu'on pourrait penser qui sont des déplacements de loisirs ou récréatifs. L'un dans l'autre, le vélo est certainement là, en explosion. Le vélo permettait aux gens de faire de l'activité physique, d'être à l'extérieur, des choses qu'on recherchait là, pendant la pandémie. On a aussi, de façon un peu anecdotique, là, entendu des gens qui ont pris conscience de la valeur de ce moment-là dans leur journée, à savoir de se rendre à vélo au travail. Et on a entendu des gens qui, le matin, avant d'aller travailler, faisaient une boucle. Au lieu de se rendre au travail, ils faisaient une boucle pour se rendre chez eux, qui leur permettait d'avoir ce petit moment-là de déconnexion. On a vu partout dans le monde là, les villes qui ont choisi de donner plus d'espace au vélo. Il y avait une grande accélération. Encore à Montréal, les voies actives sécuritaires là, dans ces axes-là, il y a eu augmentation de la pratique. Malheureusement, ce n'est pas revenu, mais ces voies-là étaient seulement là en 2020, ils ne sont pas revenus en 2021. Mais une grande demande, en fait. Il est certain que le télétravail joue dans la demande globale, mais avec l'accélération du loisir, puis les gens doivent se déplacer quand même là, pour faire des courses, pour acheter des choses. On voit que le matin, c'est moins impressionnant, mais en fin de journée, plus de déplacements. Du côté du transport collectif, on l'a vu beaucoup, ça a fait les manchettes à plusieurs reprises là, depuis le début de la pandémie. Évidemment, il y a eu une chute drastique de l'achalandage parce que beaucoup de gens utilisaient le transport collectif pour se rendre au travail. On est à peu près à des niveaux de 60 % dans la région métropolitaine. Ça varie beaucoup d'une société de transport à l'autre. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que vraiment le métro est resté avec un achalandage beaucoup plus faible que les lignes d'autobus locales. Donc, les gens se déplacent plus dans leur quartier. C'est les déplacements vers le travail qui ont été impactés, mais les lignes d'autobus locales dans les quartiers qui viennent finalement un peu appuyer ce qu'on disait tout à l'heure. Les gens doivent avoir accès aux services, doivent se rendre à l'épicerie. Bien, ces lignes-là sont restées plutôt achalandées. Donc, j'ai envie de vous dire qu'il y a une opportunité là, de repenser le transport collectif qui vienne répondre à l'ensemble des besoins de déplacement de la population, alors qu'avant la pandémie, il était très, très orienté pour les déplacements domicile-travail. On avait un service qui était très fréquent et de qualité sur les heures de pointe lundi au vendredi, mais en dehors de ça, c'était, disons, inégal et pas mal plus faible. Donc là, il y a peut-être une prise de conscience de le transport collectif, ça peut répondre à l'ensemble des déplacements, puis il faut s'assurer de l'organiser de cette façon-là. Puis je pourrais peut-être compléter ce qui a été dit. Effectivement, aussi, avec la PMD, on pensait que le télétravail viendrait nous aider à réduire les niveaux de congestion, viendrait nous aider à réduire le nombre de déplacements. Puis finalement, ce qu'on remarque un peu depuis le début de la pandémie, les niveaux de congestion sont restés à peu près au même niveau, donc ça n'a pas eu beaucoup d'effet là-dessus. Les gens se déplacent plus, mais se déplacent différemment. Donc, on se rend compte que les gens vont faire des déplacements qu'on appelle en étoile. Ils partent de la maison, ils vont faire des courses, ils reviennent à la maison, ils font ça sur l'heure du lunch. Donc, ils ne font pas moins de kilomètres parce qu'ils travaillent à la maison, mais ils font des kilomètres plus souvent, finalement. Donc, il y a peut-être une prise de conscience aussi à faire à ce niveau-là. Peut-être que le télétravail ne viendra pas tout régler, la congestion et tout ça.
Puis j'ajouterais peut-être aussi que ça a engendré des choix différents aussi dans le choix de logement puis de où on veut habiter. Donc, il y a ça aussi qu'on va devoir prendre en compte parce qu'il y a des gens qui ont décidé de s'éloigner de leur travail parce qu'ils pouvaient y aller pas tous les jours. Donc, ça aussi, ça va être à prendre en compte dans la planification des réseaux de transport parce que éloignement dit aussi qu'il y a des nouveaux besoins dans ces milieux-là. Donc, c'est ça. Ça aussi, ça va être à regarder là, dans les prochaines années. Assurément. Très bien. J'ai une question qui est un petit peu différente et j'en reprends là, plusieurs qui nous sont soumises parce que, bien que ce webinaire s'adresse à des élus, on a quelques citoyens qui étaient interpellés par la thématique et plusieurs personnes s'interrogent à savoir comment, en tant que citoyen, on peut impacter, influencer nos élus, notre gouvernement pour rendre justement nos milieux de vie plus inclusifs, comme on le disait, puis contribuer à la prospérité de notre ville. Et si vous avez des cas où des mobilisations citoyennes ont eu des impacts à cet égard-là, allez-y. Mais je veux vraiment insister sur l'élément en tant que citoyen, qu'est-ce qui s'offre à moi? Là, je suis presque déçue de ne pas l'avoir mis dans les outils parce que ça s'adressait aux élus, mais on l'ajoutera dans la présentation qu'on enverra. Chez Trajectoire, on a une trousse de mobilisation citoyenne, justement, l'ensemble des outils, l'ensemble des actions qui peuvent être mises en place par des citoyens, des groupes de citoyens pour favoriser la mobilité durable. Dans ce cas-ci, c'était sur le transport collectif, mais les outils sont les mêmes là, pour l'ensemble des modes. Comment se mobiliser? On fait ça, un peu de l'accompagnement de groupes citoyens, des mobilisations. Puis j'ai un exemple en tête, à Trois-Rivières, il y a eu une refonte du réseau de transport collectif. C'est toujours tricky, pardonnez-moi l'expression, de refaire un réseau sans ajouter des heures de service parce qu'il faut aller plus loin, parce que le territoire change. Mais il y a eu de la grogne, il y a eu des citoyens qui ont été déçus de comment ça avait été fait. Ils se sont mobilisés, puis ils ont réussi à obtenir plusieurs gains, des nouveaux circuits, des nouveaux arrêts, des changements de personnel, un réinvestissement massif. Donc, ça marche quand on se mobilise. Il y a des outils pour le faire, puis on vous enverra notre trousse de mobilisation, mais elle est disponible sur notre site web. Excellent. Sandrine, Jean-François, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter? Vas-y. Ben, merci. Je dirais prendre parole, que ce soit des lettres ouvertes ou des forums, aller faire avancer les demandes, faire avancer les choses. On a un groupe dans l'arrondissement d'Ahuntsic qui a fait un cahier de propositions qui est très bien étoffé, en fait, au niveau du transport actif, là, que ce soit piétons et cyclistes. Là, donc, prendre parole. Une chose toute simple comme aller poser des questions au conseil municipal, c'est très efficace pour mettre de la lumière sur certains aspects, pour certains sujets. Les réponses sont rarement intéressantes, mais les questions sensibilisent les élus sur l'importance des sujets puis l'importance à quoi on peut s'attendre. J'appelle les élus à fournir des questions intéressantes, des réponses intéressantes, s'ils sont avec nous. Mais aussi, ne pas négliger les rencontres avec des élus de sensibilisation, d'explication. Tu sais, on donnait l'exemple tout à l'heure des commerçants qui peut-être des fois ne vont pas nécessairement comprendre. Il faut les accompagner, il faut les amener à voir les choses d'une différente perspective. Mais c'est pareil, en fait, pour une infrastructure cyclable ou pour autre chose. Je pense de dire il y a les bons, il y a les méchants, c'est pas très constructif. Mais comment on peut amener quelqu'un à voir les choses d'une perspective différente? Puis pour ça, ça prend un dialogue, ça prend un échange. Bien, je ne répéterai pas ce que mes collègues ont dit, mais moi, j'ajouterais, j'adore le 3-1-1 comme citoyenne. Dans certaines municipalités, ça n'existe pas, mais il y a d'autres façons de signaler des enjeux. Puis quand c'est un enjeu simple, bien, pour vrai, ça marche vraiment bien. Fait que plutôt que d'être frustré, d'en parler à nos amis, puis d'être encore frustré, bien, appelez le 311 ou le service pour signaler un problème, puis ça fonctionne bien souvent. Sinon, de vous rassembler, former un comité piéton, comité vélo, comité mobilité active, ça peut aider à porter vos demandes quand vous êtes plusieurs, puis aussi le poids est moins grand sur vous. Puis finalement, je dirais peut-être en complément à ce qui a été amené, de
de aussi célébrer les actions quand il y a quelque chose de bien qui se passe, parce que vos élus municipaux, ils ont besoin d'appui. Si c'est seulement les gens qui sont contre les actions qui parlent, ben ils en feront plus des projets de mobilité durable. Fait que, tu sais, quand il y a quelque chose de le fun qui se passe, que vous appréciez ce qui a été mis en place, de le dire, de le souligner, puis d'appuyer ces actions-là, parce que, ben parfois, ça peut être difficile pour un élu municipal d'amener un changement, parce que c'est un changement. Donc, c'est ça, s'il peut avoir des appuis de citoyens pour montrer que ça répond à un besoin, puis que c'est efficace, la solution qui a été trouvée, bien, ça va les encourager à en mettre d'autres en place, d'autres actions en place. Excellent. Donc, oui. Je vais ajouter là-dessus, je me l'étais noté, il faut se faire entendre quand on est content, parce qu'effectivement, puis là, je m'adresse peut-être aux élus de l'autre côté, si vous mettez en place des infrastructures de mobilité durable, que vous implantez des changements dans les milieux, ça vient toujours avec de la grogne, sachez-le, mais il faut traverser ce mur-là, puis les gens qui sont contents, souvent, ne se font pas entendre. C'est ceux qui sont pas contents qu'on entend, mais il faut pas oublier qu'il y a vraiment plusieurs personnes qui sont satisfaites de ces mesures-là. Puis là, ben, pour répondre à la question, comme citoyen, c'est bon d'appuyer, parce que quand on reçoit juste des commentaires négatifs, c'est difficile parfois de poursuivre dans la bonne voie. Ouais, c'est intéressant cette idée-là d'être un citoyen avec un engagement positif. Et j'entendais aussi beaucoup l'élément de valoriser la citoyenneté à l'échelle locale. Ça a une valeur. C'est une des grandes clés en démocratie, nécessairement. J'ai une question aussi ici que je trouvais intéressante, qui est connexe un peu à vos expertises. Donc, c'est sur la place du covoiturage, en fait. Quelle place est-ce qu'on peut y donner dans une vision de mobilité durable, et est-ce qu'on peut faciliter d'une certaine façon cette pratique-là? Comment ça s'intègre aussi avec vos modes? J'ajouterais cet élément-là. Je peux peut-être me lancer. Oui, d'abord, je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, chez Trajectoire, on parle de transport collectif, mais quand on parle de transport collectif, c'est tout ce qui n'est pas de l'auto-solo. Donc, le covoiturage en fait partie, l'autopartage en fait partie, les taxis, les Uber de ce monde et toutes les nouvelles mobilités auxquelles je ne pense pas. Mais tout ce qui n'est pas de l'auto-solo, finalement, est un mode collectif. Et oui, il y a des façons de favoriser le covoiturage. Ça peut être un mode intéressant, particulièrement dans des milieux moins denses où, effectivement, l'autobus n'est pas approprié. Puis on le voit avec plusieurs conseillers régionaux de l'environnement qui font des plateformes J'embarque Montérégie, que j'ai en tête, mais il y en a d'autres un peu partout au Québec, où on réserve finalement des places de stationnement au covoiturage. Donc, les gens vont se rejoindre à un endroit près d'une bretelle d'autoroute, par exemple, stationner leur voiture, embarquer avec quelqu'un d'autre pour faire le tronçon commun. Puis finalement, le soir, ils reprennent leur voiture à cet endroit-là. Puis ils font juste un petit bout de leur trajet, le bout qui est moins fréquenté, disons, seul. Donc, il y a vraiment moyen de favoriser ça. Puis j'aurais envie de vous dire de vous tourner vers les conseils régionaux de l'environnement. C'est eux qui portent ça à travers le Québec. Fort intéressant. Est-ce que Sandrine, Jean-François, vous avez rien... Oui, Jean-François? Non, mais l'intermodalité, tu sais, l'idée là, de combiner, demain, je covoiture pour aller à Québec, la personne va se rendre à pied, on s'est donné rendez-vous comme ça. On a tous des exemples ben en fait, les gens qui habitent à Montréal, on a pris un Bixi pour aller prendre une communauto qui était peut-être un peu loin de chez soi, là. Donc, la combinaison, c'est la force, en fait, là. Puis le covoiturage, c'est certainement un des outils dans le coffre à outils de la mobilité durable. Ça fait partie du cocktail transport, ultimement. C'est un des ingrédients. Très bien. Je reviens vers une question aussi large, mais que je trouve fort intéressante, qui traite du travail que peuvent faire les villes avec le MTQ. Donc, on pose la question suivante. Est-ce que le MTQ est au fait des bonnes pratiques d'aménagement? Et quels sont les leviers pour les villes qui sont aux prises avec des rues importantes qui sont sous compétence du MTQ pour bien les aménager ou réaménager rapidement? Qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là? Je vais commencer, puis Sandrine, je vais te laisser finir. Mais je pense que, premièrement, le MTQ, c'est pas un bloc homogène. Là, en fait, c'est des humains qui travaillent là-bas. Donc, tout ce qu'on a parlé là, sur l'accompagnement au changement, puis les normes, moi, je vois des progrès au MTQ, puis je pense qu'il faut les souligner. Cela étant dit, les cœurs de village, je vais te laisser continuer, Sandrine.
Bien, on est conscient de cet enjeu, d'abord. Donc, il y a des intentions d'améliorer les choses. Il y a au MTQ aussi une volonté de mieux dialoguer avec les municipalités. Ils ont mis en place aussi des personnes contacts qui maintenant sont plus faciles, qui peuvent être contactées en fait par les municipalités pour mieux travailler les dossiers. Il y a différentes choses qu'on a... En fait, il y a un cas qui est vraiment intéressant, là, qui a été mis en place dans une petite municipalité à Saint-Camille, en Estrie, où vraiment il y avait des enjeux de vitesse dans le milieu de vie. Et ce qui a bien fonctionné pour travailler avec le MTQ, en fait, c'est de prendre des données. Parce que souvent, c'est un des enjeux, c'est qu'on ressent dans la municipalité l'enjeu, mais le MTQ, lui, n'est pas sur place dans la municipalité. Donc, de documenter vraiment bien la problématique, plutôt que de proposer une solution toute faite au ministère des Transports, mais de vraiment arriver avec l'enjeu, bien documenté, appuyé par des données, puis ensuite de dialoguer pour trouver une solution qui va convenir à la fois pour les enjeux, les impératifs du ministère des Transports au niveau du déplacement intermunicipal, mais qui va aussi permettre d'améliorer la situation au niveau de la sécurité des usagers dans la municipalité. Donc, ouais, je dirais que peut-être cette façon-là de fonctionner semble mieux fonctionner que de présenter une solution au ministère qui ensuite malheureusement, souvent est refusée parce que on n'a pas pris en compte certains enjeux du ministère. Sinon, on sait aussi qu'à travers la politique de mobilité durable, le ministère est à évaluer une nouvelle façon de fonctionner, notamment lors de la réfection complète des tronçons des routes du ministère qui sont dans un périmètre urbain. Donc, on espère que ça sera positif puis que ça va améliorer les choses au niveau de penser aux besoins des usagers de transport actif lors de ces réfections-là. On a bon espoir que ça s'en vient puis ça va dans la bonne direction. Excellent. Parfait. Merci pour ces réponses. Je poursuis. On revient avec une question thématique transport collectif. Donc, on revient un peu sur le mythe quant au financement qui est rattaché. Donc, la personne nous pose la question suivante. Donc, avec préambule, le coût du transport en commun est très élevé, toujours déficitaire. Les villes dépendent des subventions. Ce sont les mêmes payeurs de taxes qui en font les frais. Comment est-ce qu'on peut arriver à la conclusion que c'est peu dispendieux pour une collectivité? Mon Dieu, il y a tellement de choses là-dedans. Le financement de la mobilité, c'est extrêmement complexe. On pourrait vous sortir le diagramme, là, mais il y a bien des couleurs, bien des lignes, bien des affaires. Mais si on veut le résumer très simplement, bon, c'est 1/3 du gouvernement du Québec, 1/3 les municipalités, 1/3 les usagers. Là, vous allez me dire que le gouvernement et les municipalités se financent à même les citoyens du Québec. Fait que finalement, l'usager paye 100% possiblement. Mais c'est toutes les externalités positives du transport collectif et du transport actif, là, comme on l'a mentionné tantôt, qu'on ne prend pas en compte quand on regarde juste la pointe de tarte puis le financement, de la même façon que c'est toutes les externalités négatives qu'on ne considère pas quand on regarde les investissements en transport routier. Et le transport routier, bien, ça coûte cher en coût de la congestion. C'est, je ne sais plus les chiffres, 4 milliards par année. Je regarde ma collègue qui ne le sait pas non plus. On ne sait plus. Mais vous irez voir un article de la presse de 2018 qui évaluait le coût de la congestion dans la région métropolitaine. Ça coûte très cher, mais ça coûte cher pour les accidents de la route. Justement, ça coûte cher en pollution atmosphérique. Ça coûte cher à bien des égards. Tandis que la mobilité durable, on l'a vu, ça a un impact positif sur l'économie. Ça a des retombées positives d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue individuel sur notre santé, sur la santé publique. Là, les directions de santé publique, avant d'être complètement occupées par une pandémie mondiale, étaient de très grands alliés de la mobilité durable. Ils le sont toujours, mais je pense qu'ils sont juste occupés à d'autres choses en ce moment. Mais c'est des fiers défenseurs de la mobilité durable parce qu'il y a énormément d'externalités positives. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent compléter. Au-delà de ça, dans la question, il y avait utilisateur-payeur. Moi, je suis bien d'accord, mais il faudra comprendre que les automobilistes, en fait, ils payent 20% de ce que ça coûte. Donc, si on applique ce principe-là d'utilisateur-payeur, ça va prendre des payages, ça va prendre des taxes kilométriques. En fait, je ne suis pas certain là, que le transport en commun va être désavantagé d'une mesure comme ça. Puis mais il faut vraiment essayer de
shifter notre compréhension collective sur le coût des routes, en fait, le coût des infrastructures. Collectivement, je ne sais pas exactement pourquoi, mais on a l'impression que les routes sont gratuites ou que les routes sont pas payées, mais ça coûte très cher, en fait, là, quand on regarde ça. Puis c'est ce qui nous appauvrit collectivement. Tu as fait référence tantôt, mais il y a une étude aussi de Marion Voisin et Jean Dubé à l'Université Laval qui nous montrait en fait que pour chaque dollar qui est dépensé par un individu pour se déplacer en voiture, la collectivité va payer 5,77. Pour ce même dollar dépensé par un individu, s'il se déplace en transport collectif, la collectivité va payer 1,21. Puis s'il se déplace en transport actif, ce même dollar, ça coûte 22 sous à la collectivité. Donc vraiment, la mobilité durable, ça nous permet de réduire nos coûts sociaux de transport considérablement. Mais tu sais, peut-être que ce que j'ajouterais là-dessus, on a fait une tournée virtuelle, malheureusement, du Québec au printemps dernier. Puis on a constaté que dans plusieurs municipalités, il n'y a pas d'argent pour investir en transport actif ou collectif parce que les routes coûtent tellement cher à entretenir. Donc déjà, le budget est saturé au niveau de l'entretien des routes. Donc c'est comme si on voit vraiment encore la mobilité active et collective comme un bonbon, un extra, en considérant que les routes, eux, ben, on n'a pas le choix de les payer. Puis après ça, le bonus, c'est la mobilité active et collective. Alors que, comme tu dis, Jean-François, il faut un peu shifter notre regard puis dire, ben si on réaménageait ces routes-là pour que, par exemple, on ajoute un trottoir, voie cyclable, verdissement, bien, peut-être ça va coûter moins cher d'entretenir la rue parce que à la place parce qu'on va avoir moins large d'asphalte, donc moins la surface qui absorbe la chaleur va être moins grande, donc on va devoir l'entretenir moins souvent parce que, bon, un trottoir, ça dure beaucoup plus longtemps qu'une route parce que les piétons sont plus légers qu'une voiture, là. Donc, c'est ça, il faut voir, c'est sûr que c'est pas gratuit faire l'investissement au début, mais après, tous nos coûts d'entretien pour le réseau routier peut diminuer parce qu'on a fait ces investissements-là qui sont plus complets puis qui finalement répondent aux besoins de tout le monde, mais qui coûtent moins cher d'entretien. Très bien. Je constate qu'on dépasse légèrement le temps qu'on s'était alloué, les 10h31. Je comprends donc si certains d'entre vous doivent vaquer vers d'autres responsabilités. Je vous réitère que l'enregistrement sera disponible et si vous avez des questions qui émergeront au fil de votre réflexion, parce qu'on espère qu'on a brassé un petit peu des idées, il sera possible évidemment de nous contacter pour aller plus loin. Je me permettrai de prendre une ou deux questions encore, si j'ai l'accord de mes panélistes. Excellent. Pour poursuivre la discussion qui est fort intéressante. Donc, je reviens sur cette notion. On a eu une question sur le fait que, bien évidemment, la taxe sur l'essence va de moins en moins financer ultimement nos infrastructures routières. Et la personne nous pose alors la question, est-ce qu'il faudra compenser cet apport par une taxe, un ajustement sur le service en électricité pour ces véhicules-là? Est-ce que ça pourrait être une avenue? Ça pourrait certainement être une avenue. On le constate, là, en ce moment, on est à un niveau plutôt de stagnation des revenus de la taxe sur l'essence. C'est appelé à diminuer à la vitesse que croîtra le parc automobile électrique. Mais le gouvernement du Québec a lancé en 2019 un chantier sur le financement de la mobilité. On a eu le rapport de consultation, finalement, qu'il y avait une tournée de consultation des régions du Québec. Il y a différents constats qui ont émergé, mais effectivement, il faudra trouver de nouvelles sources pour la mobilité. Donc, on espère qu'il y aura poursuite des travaux là, du chantier sur le financement. Puis il faut le dire, c'est chantier sur le financement de la mobilité, pas juste de la mobilité durable. Donc c'est aussi pour les routes et tout ça. On sait que ça coûte cher l'entretien du réseau routier, puis on comprend très bien qu'il va continuer d'avoir des routes. Les autobus, ça roule quelque part. On n'est pas contre l'entretien du réseau routier, là, mais il faudra effectivement se tourner vers des nouvelles sources de financement. Peut-être qu'une taxe sur l'électricité pour nos voitures sera une avenue, mais rendu là, c'est pas moi qui se prononcera. Est-ce que j'avais d'autres interventions sur cet élément? Je ne crois pas. Très bien. J'enchaîne avec une question thématique plus précise, piéton. On en a eu un peu moins, donc j'y vais. Et moi-même, ça va éclairer peut-être certaines lanternes à cet égard. Donc, que pensez-vous des passages piétons stylisés et comment sont-ils autorisés au Québec? Donc, dans le fond, au Québec, ce qui
fait force de loi pour le passage piéton, c'est le panneau de signalisation. Donc, c'est pas, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas le marquage au sol qui indique si on doit s'arrêter ou pas comme automobiliste, c'est vraiment le panneau. Ensuite, le panneau doit être accompagné du marquage prescrit et c'est obligatoire au Québec de respecter les normes en matière de signalisation routière, c'est les normes du ministère des Transports et c'est vraiment la municipalité se doit d'appliquer ces normes-là. Ce qu'on a constaté de différentes initiatives ailleurs au Québec ou même au Québec, des passages piétons stylisés, c'est qu'au début, ça attire l'attention, mais très rapidement, ça n'a plus d'effet. Donc, ça peut être une bonne façon peut-être de faire un coup d'éclat, attirer l'attention, faire une action, mais c'est pas aux normes, donc ça permet pas d'assurer vraiment la sécurité comme un passage piéton peut le faire normalement. Puis, en fait, donc, si jamais il y a un automobiliste qui ne le respecte pas, il pourrait dire que c'est pas aux normes, donc finalement, ça n'a pas autant force de loi qu'un passage piéton normal. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Moi, je trouve que c'est habilement présenté. Je conclurai avec une dernière question qu'on pourra plus élargir aussi là, à travers une ouverture pour chacun des panélistes. Initialement, elle est posée davantage sur la question du transport collectif, considérant... Oui, il y en a beaucoup pour Sarah. Tu déchires les passions. Vous appellerez, on a oui, c'est ça. Donc, considérant la pandémie et la transmission peut-être plus risquée dans les transports collectifs, comment est-ce qu'on pense que ça va impacter l'achalandage? Est-ce qu'on croit que ça pourrait être un frein, un obstacle? Et j'élargis plus largement aux autres personnes. Donc, qu'est-ce que vous envisagez pour la mobilité, pour vos modes? Comment ça va évoluer dans les prochaines années à moyen, court terme également? Là, je vais dire quelque chose qui va peut-être en surprendre quelques-uns, mais ce n'est pas dangereux d'utiliser le transport collectif en pandémie. On a tous nos masques. C'est un endroit où on parle peu, donc il y a moins de transmission par aérosol. C'est un endroit qui est très bien ventilé. Les démonstrations ont été faites. Il y a beaucoup d'échanges d'air. On y reste souvent peu longtemps. Dans le métro, le virus est projeté contre les parois du métro à chaque fois qu'il y a un train qui arrive, donc ça détruit le virus. C'est pas dangereux de se déplacer en transport collectif dans le contexte de la pandémie et nulle part dans le monde, il y a eu des éclosions de rapportés dans le transport collectif, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des cas, là, mais il n'y a pas eu d'éclosion de rapportés dans le transport collectif. Par contre, on sait que ça a joué sur le sentiment de sécurité des usagers. On va devoir travailler pour les convaincre de revenir. Par contre, on se rend compte que c'est le premier déplacement qui est dur à faire. Une fois que les gens ont fait leur premier déplacement depuis la pandémie en transport collectif, se sont rendus compte que finalement, il n'y avait pas vraiment de danger. Puis après ça, les habitudes se reprennent plus facilement. J'aurais envie de dire que c'est probablement en offrant du service qui correspond peut-être mieux aux nouveaux besoins, des tarifs adaptés au télétravail partiel, toutes sortes de choses qu'on va pouvoir convaincre les usagers de revenir massivement dans le transport collectif. Excellent. Jean-François? Le vélo, c'est pas dangereux en temps de pandémie, mais au-delà de ça, je pense que les gens ont eu envie d'être à l'extérieur, ont eu envie de bouger. Il y en a beaucoup qui ont découvert le vélo pendant la pandémie. Donc, je pense que les municipalités, les organisations se doivent de saisir ce potentiel-là, ce momentum. Puis, je dirais, puis c'est bon pour toutes les solutions de mobilité durable, mais la construction de nouveaux aménagements, on ne fait pas ça pour des cyclistes existants ou même des gens de transport commun existants. On fait ça pour donner des options à des gens qui vont peut-être choisir ce mode-là. Donc, il est un peu normal qu'on ait une certaine opposition, mais je pense que les municipalités se doivent d'avoir une vision, puis d'incarner cette vision-là, puis d'offrir, de développer ces options-là. Puis, en termes de potentiel, le futur, là, le vélo à assistance électrique, en 2020, c'était 25% des vélos pour adultes. Là, on entend dans les boutiques que c'est environ 50%. Donc, il y a vraiment, je dirais, un changement, là, une opportunité très importante dans la pratique du vélo. Puis, on se doit de construire des aménagements cyclables pour saisir cette opportunité-là. Puis, j'ai envie de dire des aménagements encore plus larges qui vont permettre le dépassement, mais aussi la cohabitation avec les piétons.
habilement transférer la parole. Pour la marche, je parlais tantôt du fait que les gens ont redécouvert leur milieu de vie à pied. Je pense que ça va faire en sorte que quand il y aura des projets de réaménagement, il y aura plus de personnes pour demander des aménagements piétons. Il y a aussi la multiplication des rues piétonnes qui, je l'espère, va continuer à faire boule de neige. Il y a aussi une prise de conscience du fait que les gens, on n'a pas beaucoup parlé d'hiver en fait dans ce panel, mais que les gens se déplacent à pied l'hiver également. Donc, il y a de plus en plus de municipalités qui déneigent les infrastructures piétonnes en hiver et c'est très important parce que, en fait, on n'a pas d'excellentes données très fiables, mais certaines études, là, dans le cadre du programme À pied à vélo, Ville active, ont démontré que finalement, les enfants qui se déplacent à pied vers l'école le font autant en hiver qu'en été. Donc, les gens continuent de se déplacer à pied en hiver. Donc, c'est bien important de déneiger. Et je pense qu'il y a eu cette prise de conscience-là aussi avec le fait que les gens se déplacent davantage dans leur milieu en hiver également. Puis, finalement, ce que je dirais, c'est que je pense que il y a l'intérêt aussi des gens de se déplacer pour leur santé. On a eu un regain d'intérêt pour le plein air. Donc, ça aussi, j'ose espérer que les municipalités vont saisir cette opportunité-là pour s'assurer que les gens n'auront pas besoin de se déplacer pour prendre une marche, de se déplacer en voiture pour prendre une marche, mais de vraiment favoriser la connectivité des réseaux vers les parcs, les espaces verts, parce que tout le monde en a bien besoin. Très bien. Bien, sur ce, je mettrai fin à ce webinaire. Je vous remercie infiniment d'y avoir assisté en grand nombre. Je réitère que ce sont des organisations qui sont disponibles pour vous. Ils vous ont donné 1h40 ce matin, mais ils travaillent en continu pour vous appuyer et je vous invite, si vous avez des questions, je sais que tout n'a pas été répondu, ou si vous cherchez des outils pour aller plus loin dans votre milieu de vie, pour le rendre plus dynamique, plus inclusif, bien, ils sont là pour vous. Donc, merci beaucoup à vous, merci à mes panélistes, c'était vraiment très agréable de vous entendre ce matin et je vous souhaite une excellente journée. Merci. 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 Merci.